Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier numéro de cette série consacrée à la quatrième dimension. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure géométrique de la quatrième dimension en particulier et peut-être la plus célèbre de toutes les figures géométriques de la quatrième dimension, l'hypercube. Alors l'hypercube, on l'a déjà rencontré rapidement dans le deuxième épisode, je vais vous rappeler sa définition dans quelques instants, mais si vous n'avez pas encore vu les 3 précédents épisodes, je vous conseille quand même d'aller les voir avant parce que je vais réutiliser dans cette vidéo les différents concepts qu'on y a vus. Donc l'épisode 1 est ici, l'épisode 2 est là et l'épisode 3, je le mets ici. Je vous mets aussi les liens dans la description de la vidéo si vous préférez. Bref, qu'est-ce qu'un hypercube? Un hypercube, c'est une figure géométrique de la quatrième dimension qui est l'équivalent en 4D de ce qu'est le cube en 3 dimensions ou le carré en 2 dimensions. Mais pour bien comprendre le processus de construction de l'hypercube, je vous propose de reprendre les choses depuis le début en commençant par la dimension 0. Alors la dimension 0, je ne vous en ai pas encore vraiment parlé, mais c'est assez facile de comprendre ce que c'est. La dimension 0, c'est un espace dans lequel on peut se déplacer selon 0 direction. Autrement dit, on ne peut pas se déplacer. Par conséquent, un espace de dimension 0, eh bien c'est tout simplement un point. Un point tout seul, quand on est sur le point, on y est, et puis on ne peut pas en bouger. Maintenant, si à partir de ce point on veut passer à la dimension 1, eh bien il suffit de le prendre et de le déplacer dans une certaine direction. De cette façon, on obtient ce qu'on appelle un segment. Le segment est délimité par 2 points à ses 2 extrémités, et entre les deux, il y a donc cette ligne qui est bien de dimension 1. Passons maintenant à la dimension 2. Pour y arriver, nous allons prendre notre segment et nous allons le déplacer perpendiculairement à lui-même. Par exemple, selon la direction au bas, comme ceci. De cette façon, le segment décrit une figure qui est un carré que vous voyez ici. Le carré, il est délimité par 4 sommets, qui sont donc 4 points de dimension 0. Il est aussi délimité par 4 arêtes, par 4 côtés, qui sont des segments de dimension 1. Et lui-même, le carré, est de dimension 2. Pour passer à la dimension 3, eh bien, on continue, on prend le carré et on le déplace perpendiculairement à lui-même selon la direction avant, arrière, comme ceci. On obtient donc un cube. Et ce cube, de la même manière, est toujours composé de différents éléments des dimensions inférieures. En l'occurrence, il a 8 sommets qui sont des points, il a 12 arêtes qui sont des segments, et il a 6 faces qui sont des carrés. Nous voilà maintenant aux portes de la quatrième dimension, et pour construire un hypercube, eh bien, il suffit de répéter cette construction une nouvelle fois. Nous allons prendre le cube et nous allons le déplacer perpendiculairement à lui-même, c'est-à-dire que nous allons le déplacer selon la direction Anakata. Alors ici, sur la figure, nous allons représenter en perspective la direction Anakata par des diagonales. Cet hypercube est donc une figure de la quatrième dimension, mais qui est composée de différents éléments des dimensions inférieures. En l'occurrence, il a un certain nombre de sommets qui sont des points, il a un certain nombre d'arêtes qui sont des segments, un certain nombre de faces qui sont des carrés, et un certain nombre de cellules qui sont des cubes. Mais une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose naturellement, c'est de combien d'éléments de chaque l'hypercube est-il composé? Combien a-t-il de sommets? Combien a-t-il d'arêtes? Combien a-t-il de faces? Combien a-t-il de cellules? Pour répondre à cette question, il va nous falloir examiner un peu plus en détail le processus par lequel on passe d'une dimension à la dimension supérieure. Commençons par étudier les sommets, par exemple. C'est le cas le plus simple. Quand on est en dimension 0, il n'y a qu'un seul point, un seul sommet. Quand on est en dimension 1, le segment a 2 points, 2 sommets aux extrémités. Puis le carré en a 4, puis le cube en a 8. Quand vous regardez cette suite de nombres, eh bien vous remarquez qu'à chaque fois, le nombre de sommets double. Et en fait, c'est très facile de comprendre pourquoi ça double, puisque à chaque fois, pour passer d'une dimension à la dimension supérieure, eh bien on dédouble la figure que l'on avait. Par exemple, pour passer du carré au cube, eh bien, on prend le carré et on le déplace perpendiculairement à lui-même. De cette façon, on dédouble le carré. Et donc, le nombre de sommets du cube est égal au nombre de sommets du carré de départ, plus le nombre de sommets du carré d'arrivée, ce qui fait 4 plus 4, ou 2 fois 4, c'est-à-dire bien 8. En suivant cette logique, on comprend que le nombre de sommets de l'hypercube va être égal au nombre de sommets du cube de départ plus le nombre de sommets du cube que l'on va déplacer vers l'ana ou le kata. Et donc l'hypercube va avoir 2 fois plus de sommets que le cube, il va donc avoir 16 sommets. Et là, vous pourrez remarquer qu'avec cette simple remarque, il devient extrêmement facile de passer aussi aux dimensions supérieures. Puisque l'on sait que l'on double le nombre de sommets à chaque fois qu'on passe d'une dimension à la dimension au-dessus, eh bien on peut aussi dire qu'un hypercube de dimension 5 aurait 32 sommets, un hypercube de dimension 6, 64 sommets,
et ainsi de suite. On est là face à un exemple flagrant de toute la puissance du raisonnement mathématique, puisque nous sommes donc en mesure de donner des propriétés géométriques de figures de très grande dimension à partir de ce principe, sans même avoir à représenter ces figures géométriques. Bon, passons aux arêtes maintenant. Là, ça va se compliquer un tout petit peu. Regardez ce qui se passe sur le nombre d'arêtes si on passe du carré au cube. Le carré, au début, il a 4 arêtes. En se déplaçant d'avant en arrière, on va avoir un nouveau carré plus vers l'avant qui lui aussi va avoir 4 arêtes, ce qui fait déjà un total de 8 arêtes. Mais quand on a dit ça, eh bien, on en a encore oublié certaines. Vous avez vu ici qu'au moment où le carré s'est déplacé d'avant en arrière, eh bien, de nouvelles arêtes se sont créées, et ces arêtes se sont créées par le déplacement des sommets du carré. En effet, on a déjà dit que lorsqu'un point se déplaçait, il générait un segment. Ainsi, dans le passage du carré au cube, eh bien, nous voyons qu'il y a de nouvelles arêtes qui sont créées par le déplacement des 4 sommets. Et donc, si on fait le total, on a les 4 arêtes du carré de départ, on a les 4 arêtes du carré d'arrivée, et on a les 4 arêtes qui sont générées par les 4 sommets du cube. Au total, on retrouve bien que l'on a 12 arêtes pour le cube. Passons maintenant à l'hypercube. L'hypercube se crée en déplaçant un cube perpendiculairement à lui-même. Or, le cube de départ va avoir 12 arêtes, c'est ce que l'on vient de voir. Le cube d'arrivée après déplacement vers l'ana ou le kata va lui aussi avoir 12 arêtes. Et en plus de ça, chacun des sommets du cube va créer une nouvelle arête. Or, comme le cube a 8 sommets, eh bien chacun de ces 8 sommets va créer une nouvelle arête. On va donc avoir 8 arêtes supplémentaires. Ce qui fait un total de 12 plus 8 arêtes pour l'hypercube, soit 32 arêtes au total. Et pour les faces, c'est exactement le même processus qui va se passer. Je vous le fais plus rapidement. Le cube de départ a 6 faces, on le sait. Le cube d'arrivée va avoir 6 faces aussi, on le sait. Mais en plus de ça, chacune des arêtes du cube va générer une nouvelle face en se déplaçant. Et comme il y a 12 arêtes dans un cube, eh bien chacune de ces 12 arêtes va donner une face, il va donc y avoir 12 faces supplémentaires. Au total, l'hypercube va avoir 6 plus 12 faces, c'est-à-dire 24 faces carrées. Nous arrivons maintenant au dernier type d'éléments qui composent l'hypercube, c'est ce que l'on appelle les cellules. Les cellules, ce sont tous les cubes de 3 dimensions qui composent l'hypercube en 4 dimensions. Et encore une fois, on peut faire le même raisonnement. On a un cube de départ, un cube d'arrivée, mais en déplaçant le cube de départ vers le cube d'arrivée, chacune des faces va générer un nouveau cube, et comme il y a 6 faces dans un cube, eh bien il va y avoir 6 nouveaux cubes qui vont être générés lors du déplacement selon la direction Anakata. Dans l'hypercube, il y a donc 1 plus 6 cellules, c'est-à-dire 8 cellules cubiques au total. Tous ces résultats que l'on vient d'obtenir, il est possible de les compiler dans le tableau suivant. Dans ce tableau, vous avez en ligne les différentes figures géométriques classées selon leurs dimensions, en commençant par le point, puis le segment, le carré, le cube et l'hypercube. Et sur chacune des lignes, vous lisez combien de composantes de chaque type possède cette figure géométrique. Si par exemple vous regardez la ligne du carré, eh bien vous voyez que le carré possède 4 sommets qui sont des points sur cette case, il possède 4 côtés qui sont des segments sur cette case, et il est composé d'un carré qui est tout simplement lui-même. De la même manière, le cube est composé de 8 sommets, 12 arêtes, 6 faces et un cube. Et les résultats que nous venons d'obtenir, l'hypercube est composé de 16 sommets, 32 arêtes, 24 faces, 8 cellules et un hypercube. Et maintenant qu'on a compris le principe de construction, eh bien, il devient facile de rajouter de façon mécanique presque des lignes supplémentaires pour avoir les dimensions supérieures. Par exemple, si on veut avoir un hypercube de dimension 5, eh bien, on a vu que le nombre de sommets était doublé, donc il a 32 sommets. Pour savoir le nombre d'arêtes, eh bien on sait que l'hypercube de dimension 4 qui va se déplacer pour générer l'hypercube de dimension 5 contient 32 arêtes. Donc l'hypercube de départ va contenir 32 arêtes, l'hypercube d'arrivée va contenir lui aussi 32 arêtes, et chacun des 16 sommets de l'hypercube va générer une nouvelle arête. Il faut donc faire 32 plus 16, c'est-à-dire 80. Et de la même manière, pour remplir chaque case de ce tableau, eh bien, il suffit de prendre 2 fois le nombre qui se trouve dans la case juste au-dessus et de lui ajouter 1 fois le nombre de la case qui se situe juste au-dessus à gauche. De cette façon, le nombre de faces de l'hypercube de dimension 5 va être égal à 24 plus 32. Son nombre de cellules cubiques va être égal à 8 plus 24, c'est-à-dire 40. Et son nombre d'hypercellules en 4D va être égal à 1 plus 8, c'est-à-dire 10.
De cette façon, le tableau peut continuer de se remplir de manière systématique et on en arrive à pouvoir affirmer totalement tranquillement qu'un hypercube de dimension 10, par exemple, contient 13 440 hypercellules de dimension 4. Une fois qu'on a un hypercube et que l'on connaît les différents éléments dont il est composé, on peut vouloir calculer certaines de ses propriétés géométriques. Par exemple, on peut vouloir calculer son volume, ou plutôt son hypervolume. L'hypervolume étant à la quatrième dimension ce qu'est le volume à la troisième dimension, l'air à la deuxième dimension ou la longueur à la première dimension. Et pour comprendre comment va se calculer l'hypervolume d'un hypercube, il est encore une fois judicieux de regarder ce qui se passe dans les dimensions inférieures. Prenons par exemple le cas de la deuxième dimension et regardons donc un carré dont on veut calculer l'aire. Pour calculer l'aire d'un carré, eh bien on va multiplier sa longueur par sa largeur. En l'occurrence, pour un carré, la longueur et la largeur valent la même chose. Si par exemple le carré a un côté qui mesure 2 cm, eh bien on va donc faire 2 fois 2 et l'aire du carré est égale à 4 cm². Si maintenant on passe en 3D et qu'on prend un cube, disons encore une fois un cube dont le côté mesure 2 cm, eh bien on va multiplier ces trois dimensions, donc 2 fois 2 fois 2, et on en déduit que le cube a un volume de 8 cm3. Eh bien de la même manière, si on prend un hypercube dont le côté mesure 2 cm, pour trouver son hypervolume, on va multiplier ces quatre dimensions, on va donc faire 2 fois 2 fois 2 fois 2, et on va trouver 16 cm hypercube. Le centimètre hypercube, c'est l'unité de mesure des hypervolumes, de la même manière que le centimètre carré mesure les aires ou que le centimètre cube mesure les volumes. Une autre chose que l'on peut vouloir calculer sur l'hypercube, c'est par exemple la longueur de sa diagonale. Pour pouvoir calculer la longueur de la diagonale, il va nous falloir faire appel à un théorème célèbre de géométrie, le théorème de Pythagore. Alors je ne vais pas vous rappeler ici ce qu'est le théorème de Pythagore, je vais juste appliquer ce théorème aux différents cas de figure carré, cube et hypercube. Si jamais vous ne connaissez pas ce théorème, prenez juste les formules que je vous donne telles quelles, et puis après vous pourrez vous renseigner sur ce théorème plus tard. Commençons par le cas du carré. Pour calculer la longueur de cette diagonale, il faut donc calculer la distance entre ces deux points opposés du carré. Et dans ce cas-là, le théorème de Pythagore nous dit que le carré de cette distance est égal à la somme des carrés des écarts verticaux et horizontaux. En l'occurrence, l'écart horizontal entre ces deux points, c'est la largeur du carré, et l'écart vertical entre ces deux points, c'est la hauteur du carré. Si le carré a un côté égal à 1, on a donc que le carré de la diagonale est égal à 1 au carré plus 1 au carré. Et comme 1 au carré c'est 1 fois 1, donc ça vaut 1, eh bien on a que le carré de la diagonale est égal à 2. Et donc la diagonale a une longueur égale à racine de 2 qui vaut environ 1,414. De la même manière, en 3 dimensions, si on veut calculer la longueur de la diagonale, eh bien le théorème de Pythagore nous dit que le carré de cette longueur est égal à la somme des carrés des trois écarts selon les trois directions de l'espace. En l'occurrence, pour le cube qui là a encore un côté égal à 1, eh bien le carré de la diagonale vaut 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 3, et donc la diagonale mesure racine de 3, et racine de 3, c'est égal environ à 1,732. Ce même principe, nous allons donc maintenant pouvoir l'étendre en dimension 4 pour pouvoir calculer la longueur de la diagonale de l'hypercube. Le théorème de Pythagore nous dit que le carré de la longueur de la diagonale de l'hypercube est égal à la somme des carrés des différents écarts selon les 4 dimensions. Donc le carré de la diagonale est égal à 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 4. La diagonale de l'hypercube mesure donc racine de 4, et racine de 4, ça vaut 2. La diagonale d'un hypercube de côté 1 est donc égale à 2. Et là, on l'a fait pour un hypercube de côté 1, mais en fait, on aurait pu faire le même raisonnement pour un hypercube de n'importe quelle dimension, et on aurait trouvé que dans tous les cas, la diagonale d'un hypercube est toujours égale au double de la longueur de son côté. Et quand on a compris le principe, on voit aussi que ce principe peut se généraliser à n'importe quelle dimension. La diagonale d'un hypercube de dimension 5 aura une longueur égale à racine de 5, en dimension 6 ce sera racine de 6, en dimension 7 racine de 7, et ainsi de suite. On commence à se rapprocher doucement de la fin de cette vidéo, et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est du patron de l'hypercube. Vous avez sans doute tous déjà vu un patron de cube qui ressemble à ceci, qui est une figure composée de 6 carrés, qui est une figure plane en 2D donc, mais telle que si on la replie dans la troisième dimension, eh bien on obtient un cube. Eh bien de la même manière, il est possible de faire en 3 dimensions un patron d'hypercube qui ressemble à ceci.
Ce patron d'hypercube, vous le voyez, il est composé de 8 cubes au total. Il y a 4 cubes sur la colonne centrale, plus 4 cubes qui sont tout autour. Ces 8 cubes, ils correspondent bien aux 8 cellules cubiques dont nous avons parlé précédemment. Et si ces 8 cubes, on les replie dans la quatrième dimension, eh bien, on obtient un hypercube. En l'occurrence, pour le replier, il faudrait par exemple que cette face qui se trouve ici vienne se recoller à cette face qui se trouve ici, cette face-là sur cette face-là. La face qui se trouve sur le dessus viendrait se replier sur la face qui se place sur le dessous. Alors tout ça, ça peut paraître très étrange en 3 dimensions parce qu'on a du mal à voir comment on pourrait faire tous ces recollages sans casser ou déformer les cubes. Mais dites-vous bien que vous êtes un peu dans la même situation qu'une créature bidimensionnelle qui verrait le patron du cube. Si elle le voyait, elle aurait vraiment du mal à voir comment on pourrait connecter les différents côtés des différents carrés qui forment le patron sans déchirer ou sans casser un peu ces carrés, parce qu'elle ne se représente pas bien la troisième dimension. Rappelez-vous, nous avons vu dans le précédent épisode qu'il était possible en 4D de faire une rotation autour d'un plan. Eh bien, il est tout à fait possible de faire pivoter ce cube-là qui se trouve sur le devant autour du plan qui le sépare des autres cubes, de façon à pouvoir le rapprocher des autres cubes sans pour autant le déformer. Mais même si on ne peut pas voir concrètement ces cubes se replier sur eux-mêmes pour former un hypercube, on peut quand même utiliser la méthode de la perspective que nous avons vue dans le deuxième épisode, et grâce à cette méthode, nous pouvons voir ce patron d'hypercube qui va se replier sur lui-même pour donner une projection d'hypercube. Et comme nous l'avions vu dans l'épisode 2, nous avons l'impression ici que les cubes se déforment en faisant le pliage du patron, mais en réalité ils ne se déforment pas du tout, ce sont toujours des cubes, ils nous apparaissent juste déformés du fait de la perspective. Et voilà, ce quatrième et dernier épisode sur la quatrième dimension est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que toute cette série sur la quatrième dimension vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et je vous remercie d'ailleurs pour l'accueil que vous leur avez réservé. Il y a eu beaucoup de partages sur les 3 premiers épisodes, j'espère qu'il en sera de même sur celui-ci. J'en profite pour vous annoncer que j'ai décidé de rajouter un 5e petit épisode épilogue à cette série de vidéos, pour 2 choses. Premièrement, pour répondre à certaines de vos questions que vous avez posées dans les commentaires des 3 précédentes vidéos et peut-être des commentaires que vous poserez dans cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent souvent. Et au bout d'un moment, quand il y a la même question qui revient 10, 20, 50 fois, j'y réponds au début et puis j'y réponds pas forcément à chacun d'entre vous parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc voilà, les questions qui seront les plus posées, j'essaierai de les répondre dans cette 5e vidéo. Et puis, deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi, pour vous présenter des références que vous allez pouvoir suivre, des vidéos ou des livres de vulgarisation sur la quatrième dimension, si jamais vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'en découvrir plus sur la quatrième dimension. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, parce que même si on ne va plus parler de quatrième dimension, il va y avoir encore plein de sujets intéressants qui restent à venir sur Micmath. Notamment, je vous avais déjà annoncé qu'il y aura prochainement des vidéos sur les géométries non euclidiennes, puis sur la relativité. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, et d'ailleurs j'en profite encore une fois pour remercier chaleureusement tous mes tipeurs. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux faire toutes ces vidéos dans de bonnes conditions, donc merci à vous encore une fois. Et moi, il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.